Pierre, vous devez le savoir, c'est un frère aîné avec qui j'ai les relations les plus cordiales. Je vais même vous faire un aveu. En 1997, quand je devais entrer dans le Club Nation et Développement, c'est Pierre Goudiaby Atepa, Djibo Leitika et Feu Pape Alioune Ndiaye qui m'ont tenu la main et qui m'ont fait entrer dans ce club de réflexion qui était aussi l'antichambre de la politique. Donc, si j'ai touché à la politique, c'est grâce à Pierre et à Feu Djiboka et à Feu Alioune Ndiaye. Je n'oublie jamais, mon cher Pierre. Merci beaucoup. Et merci de ta générosité pour être venu s'associer à nous dans cette réflexion de cet après-midi sous la houlette du FDM, le Front pour le départ de Macky Sall. Et je voudrais féliciter l'opposition du Sénégal de la diaspora. Moi, ça fait 18 ans, bientôt 20 ans que je suis dans l'opposition. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'accepte pas que les gens viennent me faire des leçons d'opposants. C'est pour ça que je n'accepte pas que les gens me disent comment est-ce que je dois m'opposer. C'est pour ça que je n'accepte pas, parce que je pense que ma constance, mon parcours ont suffi pour que moi, je sache c'est quoi être opposant, c'est quoi l'opposition, et qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut donner en termes de sacrifice quand on est opposant. Et c'est la première fois, je reviens à ce que je disais, que je vois comment les Sénégalais se sont organisés presque de façon systémique pour mettre leurs idées ensemble et faire que leur action soit une. Alors je profite de l'occasion vraiment pour vous remercier, vous demander d'aller de l'avant et vous dire que c'est comme ça la meilleure façon pour nous de servir le Sénégal et d'honorer notre patrie. Donc je voudrais vraiment vous dire merci à Ben, à Sall, à mon neveu Ndiaye et remercier également Doro aussi. Parce que Doro, lui, chaque fois que je suis à Paris, même si c'est pour une escale, il veut m'étrier à partir de l'aéroport Roissy pour me dire « Aïssata, fais-nous et dis-nous quelque chose ». C'est beaucoup de générosité et d'engagement de sa part. Et en saluant Doro, saluer tous les militants de Oser l'Avenir qui sont là cet après-midi et saluer tous les militants de l'opposition, j'allais dire les militants du Sénégal. Quand on me parle du Parti Socialiste, je réponds toujours « Duquel voulez-vous que je vous entretienne ?» Voulez-vous que je vous parle de ce petit parti tout rabrougui par sa direction générale et qui pour moi est devenu un parti saucisson qu'on a glissé dans un grand pain qui s'appelle APR et qu'on est en train de manger goulûment. Mais ce parti-là, croyez-moi, on y reviendra, c'est une parenthèse que je ferme, on le fera revivre, Inch'Allah. Ou alors, est-ce que vous voulez me parler d'un autre parti socialiste qui s'appelle le Sénégal, le Parti du Sénégal, dans lequel tous nous appartenons et dont nous sommes tous les militants. Si c'est de ça, et je crois que c'est de ça qu'il s'agit cet après-midi, alors je suis à l'aise pour répondre à cette invitation. Je suis honorée de cette nombreuse assistance qui est venue nous écouter et je suis également à l'aise pour qu'ensemble, nous parlions du Sénégal. Vous, Pierre et moi, comme on imagine, nous tous ensemble, avec cette seule et même volonté de changer le Sénégal pour son mieux-être. Alors, merci donc à vous tous de cette invitation. Alors, on dit les enjeux économiques et politiques au Sénégal. C'est quoi l'économie? L'économie, c'est de la science sociale, c'est un vaste mot. Mais quand on aborde l'économie, on doit d'abord parler des finances, parce que vous le savez, l'argent, c'est la clé de tout. Alors, où est-ce que nous en sommes sur ce plan-là? Mais je pense que nous sommes en piètre posture au Sénégal. Vous le savez tous, vous avez les chiffres, vous les lisez tous les jours. Chaque fois, nos gouvernants se gargarisent en nous disant on a fait 6 points de croissance au Sénégal. Comment ces 6 points de croissance sont constitués? Prenez-les et regardez la structuration des taux de croissance au Sénégal. Vous verrez que plus de 60% de ces points de croissance sont constitués par des résultats de grandes entreprises étrangères qui travaillent au Sénégal et qui rapatrient les bénéfices au Sénégal. Voilà ce qui fait que tous les ans, vous entendez parler de croissance alors que la pauvreté augmente, alors que le chômage augmente, alors qu'aucun Sénégalais ne ressent la croissance. Et le Sénégalais vous dit oui, la croissance ne se mange pas. Il a raison parce qu'il ne la vit pas. Pour que la croissance ait un impact dans notre pays, il faut que nous actionnions
les leviers qui permettent aux Sénégalais directement d'être eux-mêmes les acteurs de cette croissance. C'est l'agriculture et c'est la petite industrie. Mais tant qu'on ne le fait pas, et où en est l'agriculture? Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, si vous le voulez. Tant qu'on n'actionne pas ces leviers de croissance, la croissance, elle sera le fait de ces grandes entreprises dont les Sénégalais sont en train de dénoncer la présence. Ce n'est pas qu'ils dénoncent la présence, mais c'est parce qu'ils ne voient pas l'utilité pour le Sénégal que ces grandes entreprises-là viennent. Et vous les connaissez, et je les connais. Il n'y a pas besoin de leur faire une publicité indue d'ailleurs, en les citant ici. Donc, je crois que de ce point de vue, il y a une position nationaliste, patriotique à prendre, parce que ce que ces entreprises-là font chez nous, les Sénégalais peuvent mieux le faire chez eux. Donc, je ne vois pas où est le problème. À partir de ce moment, il suffira d'avoir la volonté, mais surtout le courage qu'il faut, pour rompre avec certaines pratiques nées de la colonisation et faire que les leviers du développement soient entre les mains des Sénégalais. Parlant de l'économie, on doit également parler de l'appropriation nationale de nos ressources propres. Tout le débat au Sénégal aujourd'hui tourne autour du pétrole, autour du fer de la Falémé, autour de ceci et de cela. Mais pourquoi? Parce que les Sénégalais se sentent largués dans ces affaires-là. On nous parle tout le temps de contrats. Les Sénégalais découvrent le contrat dans le journal Le Soleil ou dans d'autres journaux en même temps que tout le monde. C'est cela qu'il faut dénoncer et arrêter. En tout cas, moi, au pouvoir, tous les contrats se négocieront au vu et au su des Sénégalais. Et surtout, on organisera un débat public au minimum à l'Assemblée nationale. Mais qui permet au président Macky Sall de choisir que le TER est une priorité pour les Sénégalais, s'endetter au nom du Sénégal pour plus de 800 et quelques milliards sur un tronçon de 35 km² que nous allons payer même au-delà de son mandat. Qui lui a donné cette autorisation? Personne. Même pas l'Assemblée nationale. Bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut, l'Assemblée nationale. Mais on aurait pu au moins y mettre les formes. Dire que pour ce montant-là, la représentation parlementaire devrait avoir son mot à dire. Au moins qu'il y ait un débat public autour de ça. Qu'il y ait un débat public sur deux choses. Sur l'intérêt majeur qu'il y a pour le Sénégal à opter pour cet investissement et sur les montants qui y sont consacrés. Ce que je dis pour le terre vaut encore mieux ou pire pour le pétrole, où nous sommes dans l'obscurité totale. Et pourtant, il y a des pays. Moi, je ne parle pas de malédiction du pétrole. Non, je ne crois pas que le pétrole soit une malédiction. Je me refuse à cela. Si le pétrole a été une malédiction ailleurs, il doit être une bénédiction pour le Sénégal. Mais à condition que les Sénégalais soient impliqués et dès les premiers temps et aux premières loges. Parce que, quand même, Atepa l'a dit, et je le répète, pour la première fois dans notre histoire, nous avons toutes les compétences techniques, technologiques qu'il faut autour de l'exploitation et de la gestion de ces ressources-là. S'il faut aller faire appel à des compagnies étrangères, c'est parce que vraiment, il y a quelque chose dans le Sénégal qui ne va pas, et nous sommes là pour le dénoncer. Toujours autour des finances, je pense que le budget pose problème. 4 000 milliards que nous allons voter en tant que députés dans quelques jours, à quoi est-ce qu'ils sont consacrés? Est-ce que nous ne devrions pas au Sénégal avoir un débat, je ne dis pas l'orientation budgétaire, sur les priorités de notre budget? Qui dit que dans ce budget-là, on doit consacrer 60% au fonctionnement, à acheter comment est-ce qu'on appelle ça? Le carburant pour les ministres et la présidence de la République, à payer des agences, à faire ceci. Mais qui a décidé de ça? C'est le ministre des Finances, au cours d'une conférence budgétaire, avec le Premier ministre, c'est-à-dire des gens nommés par le président de la République. Mais pourquoi ce n'est pas les Sénégalais eux-mêmes qui diront, nous, voilà comment nous voyons le budget. Dans ces 4 000 milliards, nous voulons qu'il y ait 2 500 milliards d'investissements, c'est-à-dire des actions qui reviendront directement aux Sénégalais et par les Sénégalais. Mais lisez la structuration du budget, on vous dira, voilà ce qui va au fonctionnement, voilà ce qui va à payer des salaires, voilà ce qui va à entretenir la présidence de la République, voilà ce qui va à entretenir la primature, et puis le budget consacré à l'investissement
il est un tout petit peu le pain rassis de ces 4 000 milliards que nous sommes en train de voter. Donc, je pense que nous sommes arrivés à un niveau de maturation au Sénégal où, avant même de voter le budget, le pouvoir doit demander aux Sénégalais comment est-ce que vous voulez que ce budget... C'est ce qu'on appelle un budget participatif. Mais on oblige les maires à le faire dans leur petite commune sans moyens. Et l'État, lui, qui a tout l'argent et notre argent, refuse de le faire. De façon unilatérale, arrête le budget, oriente le budget, exécute le budget, sans que personne ne trouve son mot à redire. On me dira, si, à l'Assemblée nationale, mais il représente quoi dans le système dans lequel nous sommes? Presque pas grand-chose, et je suis bien placé pour le savoir. Donc, je pense que la participation des citoyens à l'élaboration du budget, chez nous, est une proposition forte que nous allons faire et que nous appliquerons si nous sommes élus. La qualité de la dépense publique, mais tout le monde le dénonce aujourd'hui. J'ai parlé du TER, mais chaque fois que vous vous levez un matin, il y a quelque chose de dépense publique qui ne convient pas au Sénégal. Un coup, c'est les péages, un coup, c'est le TER, un coup, c'est autre chose. Les infrastructures, combien de milliards ont été dépensés pour les infrastructures, pour quel résultat? Et avec quel accord, avec quelle onction? Personne ne pourra vous le dire. Et je crois que tout cela, nous devons, dans une concertation responsable et apaisée, en tant que Sénégalais engagés pour le développement de leur pays, non seulement avoir ce débat-là, mais mettre en place les mécanismes qui permettront aux Sénégalais de comprendre, de connaître l'essence même de ce qui se décide à leur nom. Sur le plan économique toujours, maintenant je quitte les finances. Où en est notre agriculture? On nous chante l'émergence tous les jours. Moi je dis, parlons-nous tout simplement de développement. Si les gens nous parlent de développement, on comprendrait mieux. Hein? Parce que moi, l'émergence, c'est jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas trop ce que c'est. On a beau lire le dictionnaire Larousse, mais ce qu'il y a écrit dans le Larousse, ce n'est pas ce qu'il y a au Sénégal. C'est tout à fait autre chose. Donc moi, je dis, si vous nous dites développement, moi, je comprends c'est quoi le développement. C'est de faire que dans le village le plus reculé du Sénégal, qu'il y ait l'eau, qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait le téléphone, qu'il y ait au moins la piste rurale, et chez lui. Mais si l'émergence, c'est de faire des centres de conférences, c'est de faire des péages, c'est de faire un TR à 800 milliards pour quelques Sénégalais, eh bien, on n'y est pas encore. Ça veut dire qu'on a un petit sommet qui brille et on a laissé tout le bas dans l'état dans lequel il était. Ça ne peut pas être, pour moi, une voie de développement pour un pays. Donc, l'agriculture, qui pour moi est un des secteurs les plus importants qui doit soutenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la croissance. Il y a un brillant économiste dont j'ai oublié le nom, mais je le retrouverai, qui a dit qu'il ne sert à rien maintenant de parler de croissance. Ça ne résume rien du tout. Et il a raison, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Il dit qu'il faut parler d'indice de développement humain. Et c'est quoi l'indice de développement humain? C'est de voir dans un pays X où en est le niveau de développement, où en est le niveau d'accès à la santé, où en est le niveau d'accès aux services sociaux de base, où en est le niveau de bien-être des populations. Et que ça, c'est beaucoup plus important que la croissance qu'on est en train de chanter, parce que c'est une approche holistique qui permet de prendre en considération tous les paramètres qui feront qu'un Sénégalais se sentira mieux chez lui et qu'un Malien se sentira mieux chez lui. Alors je reviens à l'agriculture. Je pense qu'au Sénégal, pour les potentialités de base que nous avons, l'agriculture doit être la matière première, le levier premier que nous devons enclencher pour générer et produire ce taux de croissance et pour résorber le chômage. Parce que nous avons de nouveaux métiers agricoles dans lesquels notre jeunesse peut être engagée et qui pourront non seulement les occuper, leur donner une source de revenus, mais également contribuer au développement de notre pays. La réindustrialisation du Sénégal. Vous avez vu l'état du pays? Un souk à ciel ouvert où tout le monde vend tout, chacun achète tout et personne ne produit rien. Rien n'est produit au Sénégal. Tout vient de la Chine, de l'Inde, de Dubaï, de partout. Même nous les femmes, quand on veut se faire broder maintenant les boubous, ce n'est pas la peine d'aller payer le tailleur. Le Philippin qui est à Dubaï, dans une alcôve là, il le fera mieux que le tailleur. Donc même le tailleur a perdu sa source de revenus au Sénégal. Voilà où est-ce que nous en sommes. À force d'aller chercher tout, partout ailleurs. Et jamais chez nous.
Donc, la réindustrialisation de ce pays est une priorité fondamentale et absolue si on veut parler de l'économie et de la bonne économie du Sénégal. Moi, je n'ai jamais vu un pays qui est un souk. Et le Sénégal, aujourd'hui, est un souk. Regardez les entreprises qui sont en faillite. Allez prendre le registre du commerce au tribunal. Vous les verrez par semaine des centaines et des centaines. Nous avions reçu le Premier ministre Boun Abdallah Dionne à l'Assemblée qui nous a dit, oui, j'ai un programme pour remettre en selle les entreprises en faillite. Non, mais le programme, c'est de ne pas que les entreprises aillent à la faillite. C'est ça déjà le programme. Mais il ne l'a pas. C'est comme pour la lutte contre la pauvreté. Je vais multiplier les bourses familiales par 2. Mais monsieur le Premier ministre, si c'est ça, donc vous n'avez aucune idée de comment produire une richesse pour les Sénégalais, leur permettre d'être autonomes, de se prendre eux-mêmes en charge, sauf à aller distribuer. Scandaleux, comme dit Pierre. Si c'est ça la politique, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Ça ne peut pas être une option que de multiplier les bourses de sécurité familiale. C'est entretenir la pauvreté. Ça ne peut pas être une option politique pour nous. Alors, réindustrialiser le pays et donner un soutien actif à ces opérateurs économiques nationaux. Quand je le dis, les gens me disent, mais vous êtes dans quel monde? Mais je suis dans le monde dans lequel je suis. Qu'est-ce qu'il fait Donald Trump aux États-Unis? C'est l'homme le plus puissant du monde, non? Tous les jours, vous l'entendez. Contre les Chinois, contre les Brésiliens, contre les Indiens, contre... Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'économie américaine marche parce qu'il a été élu pour ça. Il veut que General Motors vende ses véhicules. Il veut que le paysan américain produise et qu'il vende sa production. Il ne veut pas être concurrencé par le... Alors si lui, qui a tous les moyens, a eu le toupet de dire ça, a fortiori nous qui n'avons rien. Et on nous dit, vous êtes dans le même marché. Oui, on est dans le même marché. Mais lui, c'est protéger son marché national. Nous devons, nous aussi, favoriser et protéger notre marché national. Et c'est un des points de notre programme politique sur le plan économique. Un autre secteur de l'économie, même si c'est un secteur social, c'est l'éducation. Pour ne prendre qu'un exemple récent, vous avez vu les invectives là qu'il y a eu entre le gouvernement et les universités privées. On ne prend pas les étudiants parce que vous nous devez je ne sais combien de milliers de milliards. Mais attendez, si le gouvernement avait seulement pris cet argent en mettant l'accent sur l'éducation virtuelle, aujourd'hui en donnant à chaque Sénégalais, là où il est, la possibilité d'aller à l'université tout en restant chez lui, et croyez-moi, ça marche. Ça marche, mais on ne serait pas là. On ne serait pas là aujourd'hui. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose que nous pouvons faire, il y a quelque chose que nous pouvons faire immédiatement. Il n'est pas question de construire des universités, il n'est pas question d'aller chercher des professeurs ailleurs. Le savoir et la connaissance se dispensent à domicile par les moyens que vous connaissez et qui sont des moyens de technologie accessibles à tout le monde. Sinon, l'université de Dakar, comme elle est actuellement, mais vous le savez tous, c'est une poudrière. Moi qui suis maire, je fais tout de suite le calcul, je comprends que c'est 4-5 villes moyennes du Sénégal dans l'université. Ce n'est pas tenable. Et la solution, ce n'est pas de construire des pavillons. La solution, c'est dans l'innovation technologique, c'est de faire que l'université soit à la portée de chaque Sénégalais, là où il se trouve, sans qu'il ne soit obligé d'aller à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Bambey, à Thiès, encore moins à Dakar. La santé, un autre secteur social. On dit oui, couverture maladie universelle. C'est bien, mais moi je veux couverture sanitaire universelle. La couverture maladie universelle, elle attend que vous tombiez malade pour venir à vous. Et encore, quand vous remplirez certaines conditions. La couverture sanitaire universelle, elle part de la prévention. Excusez-moi, c'est peut-être parce que je suis une femme que je comprends que la prévention, elle est importante. En mettant l'accent sur la prévention, on a réglé 50%, puisque la maladie n'arrive pas avec la prévention. Donc, je pense que si on doit faire une bonne couverture maladie universelle, c'est par une couverture sanitaire universelle qu'il va falloir commencer. Les institutions, ce n'est pas l'économie, mais parlons-en. Parce que si les institutions marchent, tout marche. Mais les institutions, c'est quoi la présidence de la République? C'est quoi l'Assemblée nationale? C'est quoi la justice? Parlons-en. Au Sénégal,
tel que le régime il est conçu, le président de la République, il ne gouverne pas. C'est un prince qui règne. C'est un prince qui règne avec tous les... D'ailleurs, dès que vous êtes présent, on dit « Ayo de Seyayo Ligei ». Machallah, tout le monde arrive, on commence à fanfaronner, on vous met comme dans une cour d'un roi avec tout ce qui va avec. Et le type, il se prend pour le meilleur des Sénégalais. Or, nous pensons que président de la République, c'est une fonction régalienne extrêmement importante, mais c'est le commun des Sénégalais qui doit l'être et qui est appelé à l'être si les Sénégalais le veulent. Il n'y a rien d'exceptionnel à l'être, même si la fonction elle est exceptionnelle. Donc il faut que... Le jour où j'étais la plus heureuse, c'est quand j'ai vu cette femme présidente de Croatie qui est partie soutenir son équipe à la Coupe du Monde, qui a revêtu le maillot de l'équipe, ce n'était pas extraordinaire, mais qui est revenue dans le bus, qui a abandonné presque tous ses privilèges et qui s'est mise comme un citoyen ordinaire. Le président n'est pas un citoyen ordinaire, mais si dans sa tête, il pense que lui, il n'est pas déjà le prince, qu'il n'est qu'un Sénégalais comme tous les autres, eh bien, on va changer de paradigme au Sénégal. On va changer de paradigme. Et nous croyons que cela peut se régler par une réforme institutionnelle. Regardez les présidents. Tous, ils ont fait leur constitution. Abdou Diouf a eu la sienne, Abdoulaye Wade en 2001. D'ailleurs, c'est lui qui avait le plus discuté autour de la Constitution. Je me rappelle, il avait organisé une rencontre au palais, la société civile était là, bon, il n'y avait pas l'opposition à l'époque, mais quand même la société civile était là, et il a essayé de faire une constitution, même s'il n'avait pas changé grand-chose. Mais vous avez vu le référendum de Macky? Vous avez vu le référendum, comment ça s'est passé? Avec la question fondamentale, c'était quoi? La réduction de son mandat, non? On s'est arrangé pour la mer hors référendum, et puis finalement, il restait une sorte de bouillabaisse qui ne signifiait rien du tout, et on a dépensé des milliards pour ça. Et la Constitution, elle est restée telle qu'elle. Donc, je crois que nous avons un problème au Sénégal, un problème existentiel, avec même la façon d'être un chef d'État. L'Assemblée nationale, ce n'est que l'ombre d'une Assemblée nationale. Je dois conclure, hein? D'accord. Ce n'est que l'ombre d'une Assemblée nationale. Moi qui y suis, tous les jours je le vois. Il nous arrive rarement, nous les opposants, de prendre la parole. Parce qu'il y a le fait majoritaire, on est limité, on nous donne 2 minutes, on nous donne 3 minutes, parce que vous n'êtes pas nombreux, parce que. Mais je pense que justement, parce que la majorité, elle est là et qu'elle est présente en masse, c'est à l'opposition qu'il faut donner le plus de minutes, non? Eh bien, on ne le fait pas. En France, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne prendre que cet exemple-là, puisque nous sommes là dans ce pays. Le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale est très souvent quelqu'un de l'opposition. Très souvent, on ne le donne jamais à la majorité pour pouvoir contrôler ce que le gouvernement propose et ce qu'il exécute. Au Sénégal, cela serait inimaginable. Sauf si on fait l'alternance, oui, nous on le fera. Mais dans les circonstances actuelles, cela est inimaginable. Vous avez vu comment le Premier ministre traite les députés? On lui demande de venir de temps en temps, seulement, à sa guise. Quand il sentira qu'il est en forme pour venir, il ne vient jamais. Là, on vient de nous annoncer qu'il va arriver depuis 1 an. Il est venu une fois. Maintenant, il va revenir. Pour faire quoi? Nous demander, nous députés, d'écrire nos questions comme de petits écoliers, de les envoyer au bureau, que le bureau envoie ça au Premier ministre, que lui-même prépare ses réponses avant de venir. C'est quoi le but et la finalité de cet exercice? Ici en France, parce que nous sommes là, que le Premier ministre, le gouvernement, qu'il le veuille ou pas, qu'il l'entende ou pas, il est obligé tous les mercredis de venir répondre aux questions que les députés lui posent au nom du peuple français. Mais pourquoi ce simple exercice, nous, on ne peut pas le faire? Voilà comment on noie une institution qui devait être la plus honorable, qui devait être la plus puissante, qui devait être la plus prestigieuse, parce qu'elle est en l'émanation même du peuple sénégalais dans sa diversité. Maintenant, la justice. Ça, c'est mon domaine. La justice, nous, on a en tout cas fait des propositions dans notre programme. Tout le monde dit qu'il faut couper le lien ombilical entre le procureur de la République et le ministère. Moi, je dis qu'il n'y a même pas besoin de le couper. Il faut encercler le procureur de la République. Et c'est le peuple qui doit l'encercler. Si
un rapport arrive, et vous avez des exemples, rapport de OFNAC, rapport de ci, rapport de ça, et on vous dit le procureur ne poursuit pas. Si le rapport arrive, le procureur, il a 1 mois pour déclencher les poursuites. 1 mois, et 1 mois c'est beaucoup, croyez-moi. Si au bout de 1 mois, il ne déclenche pas les poursuites, un certain nombre de Sénégalais par pétition, et Pierre maintenant c'est le grand spécialiste de la pétition, j'ai vu, que lance, et ça marche. Oui, puisque à cause de ta pétition, on n'a pas signé le contrat de Falémé. Donc ça marche. Si les Sénégalais, un certain nombre, inscrits sur les listes électorales, mettent par pétition leur volonté de faire déclencher les poursuites sont automatiquement déclenchées. Et ça, c'est une proposition concrète et qui marche puisqu'elle existe dans d'autres pays. Donc je crois que, du point et les magistrats, parce que les juges, les rendre indépendants. Et comment les rendre indépendants? C'est d'abord que le président quitte le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est un minimum. Et sauf à gêner les gens eux-mêmes leur carrière. La deuxième chose, c'est d'enlever dans le statut de la magistrature l'affectation pour nécessité de service. Quand on a un magistrat dur à cuire qui dit « moi je suis inamovible, je rends la décision, j'ai décidé de condamner Aïssata Tall et qu'on n'est pas content, on le met à Fongolémi pour nécessité de service, mais on n'a pas garanti son indépendance et malheureusement c'est ce qui existe. Donc tout ça, il va falloir y revenir. On peut dire beaucoup de choses sur le Sénégal. Et je pense que la chose que nous devons vous dire, vous, de la diaspora, c'est comment, après avoir décrit tout ça, nous avons la détermination, ensemble avec vous, de changer le pays. Sur le plan financier, comme je l'ai dit, de faire que notre croissance, elle ne dépende plus des grandes sociétés étrangères, qu'elle soit une croissance nationale, qu'elle soit une croissance endogène, qu'elle soit une croissance fondée sur nos ressources propres. Que notre économie ne soit pas une économie galvaudée, mais le Sénégal a un taux d'endettement qui fait peur à tous les économistes, sauf au ministre de l'économie. Lui, il est content de l'endettement. Et pourtant, quand vous regardez la structuration de l'endettement, vous verrez que c'est un endettement spéculatif qui n'a rien à voir avec un endettement d'investissement. Et ce n'est pas bon et c'est nous qui allons payer. Donc, j'étais en train de dire que sur le plan financier, sur le plan de l'économie générale, sur le plan des secteurs sociaux, comme je viens de l'aborder, que ce soit l'agriculture, l'industrie, la santé, l'éducation, et je peux en rajouter la culture, la diplomatie, la place du Sénégal dans le monde, un petit pays envié. Quand tu allais aux États-Unis à l'époque, tu dis je suis du Sénégal, on te dit c'est quel pays? Tu dis c'est le pays de Senghor. Ah là, yes, I know. Where is your country? Et tu es obligé de prendre une carte pour situer le Sénégal. Tout le monde connaissait le Sénégal de renom. Il faut qu'on renoue avec ça, parce que nous sommes dans le monde, parce que nous sommes une nation prestigieuse. Dans le hall des Nations Unies, la seule chose que vous retrouverez là-bas, c'est une tapisserie des arts, n'est-ce pas Pierre, de la manufacture des arts de Thiès, parce que Senghor avait eu le génie à l'époque de dire « je l'offre aux Nations Unies ». Vous ne retrouverez aucune identification, ni des États-Unis, ni de la France, ni de la Belgique, ni de notre pays africain, mais dès que vous entrez, vous verrez le Sénégal. Ça, c'est une idée de génie. C'est être un petit pays géré par de grands hommes et de grands esprits. Ces grands hommes et ces grands esprits, ils existent, ils sont là, ils sont en vous, ils sont au Sénégal, et c'est ensemble que nous devons faire cela, de croire en nous-mêmes, de croire à notre pays, de croire à notre capacité de changer le Sénégal pour que nous puissions vivre des lendemains meilleurs. Quand on me dit, excusez-moi du terme, je dis moi, pour ma petite personne, je m'en fous. L'essentiel est que demain, un petit Sénégalais, qu'il puisse apprendre, qu'il puisse être en santé, qu'il puisse gagner sa vie, qu'il puisse être un Pierre Goudiaby Atepa, qu'il puisse plaider comme Aïssata Tall Sall, qu'il puisse faire comme tous les autres en étant fier d'être Sénégalais. Voilà le défi. Et celui-là, nous pouvons le relever. Maintenant, il y aura toujours des gens qui vont bien penser, qui vont dire oui, la diaspora, elle est toujours là pour critiquer. Quand vous voulez caresser la diaspora dans le sens du poil, il faut aller taper contre le gouvernement. Non, non, non. Mais la diaspora, elle a le droit, quand elle fait rentrer plus de 1000 milliards dans le pays, mais elle a un double droit de regard sur le pays. D'abord parce que
c'est des Sénégalais, et c'est des Sénégalais qui font vivre des Sénégalais chez eux. Mais 1000 et quelques milliards, le banquier Babacar Ba me disait ce matin que c'est plus 2 fois l'aide publique au développement. Donc ce que les autres pays nous apportent, nous seuls en travaillant, on se l'apporte 2 fois plus. Mais quand on est à ce niveau-là, mais on a un devoir, c'est de contrôler ce qui se fait dans le pays. Mais aussi c'est de faire de telle sorte que c'est plus que 1000 et quelques milliards par an soient canalisés, soient sécurisés pour que vous, de la diaspora, vous ne regrettiez pas d'avoir envoyé cet argent au pays. Moi, je suis avocat. Tous les jours, les gens viennent me voir. Mon frère a détourné l'argent que j'ai envoyé au pays. Il a épousé des femmes avec... Bon, je ne condamne pas les polygames. Mais très souvent, c'est ce qui se passe. Voilà, il a épousé 2, 3 femmes avec l'argent. Alors, nous disons que pour sécuriser cela, nous voulons d'abord que la qualité de l'investissement venant de la diaspora soit quelque chose de réel. Et Pierre et moi encore, comme de bons vieux complices, nous avons assisté à une journée des Sénégalais du Canada à Montréal en septembre dernier. Et j'y ai fait une rencontre intéressante, une découverte. Peut-être Pierre, une rencontre, moi une découverte. J'ai rencontré des Sénégalais qui ont mis en place un fonds d'investissement qui s'appelle le FONGAD. Ils sont même venus me visiter à mon cabinet il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le FONGAD, et qui veulent capter l'argent de la diaspora pour en faire des investissements qui rapportent pour la diaspora et pour le pays. Et ces gens-là veulent même aller jusqu'au Podor, investir dans l'agriculture, et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu me rencontrer. Donc aujourd'hui, je pense que nous pouvons trouver des mécanismes modernes pour capter l'argent de la diaspora, en faire un investissement sécurisé, mais surtout un investissement productif. Je l'avais dit il y a 2 ans, 3 ans, je ne me rappelle plus, donc peut-être à la date. Moi, j'avais appelé à la création d'une banque de la diaspora à l'époque. Et que ça soit une banque générale avec peut-être une filiale qui serait une assurance. Tous les jours, je vois comment mes parents payent, cotisent pour rapatrier les corps. Mais pourquoi on ne trouverait pas une assurance qui s'occuperait de ça? Et cette banque aura sa filiale, bref, avoir quelque chose d'institutionnalisé, de programmé, de sécurisé, qui permettra vraiment de convoyer tout cet argent que vous envoyez au pays. Donc, j'étais en train de dire que quand tu dis ça, les gens disent « ouais, c'est encore l'opposition, ils sont partis caresser la diaspora dans le sens du poil ». Ils parleront toujours. Parler, il en restera toujours quelque chose. Et pour finir avec l'imam, dont je souhaite que les prières pour l'alternance soient exaucées, hic et nunc, ici et maintenant. Moi, je dis, les gens qui parlent, ils parleront toujours. Wa makaru, wa makarullah, wallahi khairun makirin. Ça, c'est la sourate Al-Imran, dans ses tout premiers versets. Ils parleront toujours. Agissons pour le compte du Sénégal, redressons notre pays. Nous en avons la foi, nous en avons la volonté, nous en avons la capacité. Nous le ferons ensemble avec vous. Et au soir du 24 février, ma conviction est forte qu'il y aura l'alternance au Sénégal. Je pense que c'est la chose que je lui dois. Je la lui dois de façon fraternelle. Je la lui dois par devoir. Et je la lui dois aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, par générosité en retour, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier en me faisant adhérer à ce mythique club Nation et Développement. Les questions sont tellement intéressantes que moi, je culpabilise d'avoir été un peu bavarde. En réalité, on aurait dû vous laisser poser les questions et peut-être qu'autour de vos questions, la conférence allait se constituer. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, on va essayer à y répondre. Toutes, elles sont intéressantes, elles sont pertinentes, même y compris, surtout, l'histoire de cette héroïne Aline Sitoé Diatta, et je vous dirai pourquoi. Vous êtes un Diola, je suis une Halpulaar. Moi aussi, j'ai ma petite histoire d'Aline Sitoé Diatta. Donc, Agibou Diallo
qui pose une question extrêmement importante. Quel est le modèle économique que nous destinons au Sénégal? Il a été jusqu'à nous dire, est-ce que c'est d'ailleurs ce fameux socialisme africain que nous... Une chose est certaine, si effectivement on ne définit pas un modèle économique à partir, nous, de notre façon de voir le monde, de la défense de nos intérêts nationaux et patriotiques, la politique ne servira absolument à rien du tout. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Il y a en Afrique un chef d'État qui a peut-être ses défauts, mais moi je l'admire, c'est Paul Kagame. Et je me rappelle, Pierre, que tu m'as envoyé un message, décidément il y a beaucoup de choses qui nous lient. Tu m'as envoyé un message au mois de septembre en me disant bravo ma soeur, je ne sais pas à quel sujet. J'ai dit mais un numéro de Rwanda, c'est qui celui-là? J'ai appelé, tu y étais, à Kigali avec le président Kagame. Le président Kagame a réfléchi avec une équipe d'économistes africains dont Daniel Kaberuka. Quand même Daniel Kaberuka, ce n'est pas un ignorant. C'est l'ancien président de la Banque africaine de développement, la BAD. Et on est en train de dessiner une zone économique pour l'Afrique. Bon, il y a quelques réticences. Le Nigeria ne veut pas, l'Afrique du Sud ne veut pas. Mais ils vont suivre. Ils vont suivre la marche. Donc il faut que nous soyons quelques-uns en Afrique, un peu éclairés, pour comprendre que c'est le chemin, définir notre modèle économique à partir de là, à partir de notre histoire, de notre vécu et de nos propres potentialités. Sinon, on ne s'en sortira pas. Aucun de nos petits pays ne pourra vivre en vase clos. Par contre, ensemble, l'Afrique est un gros monstre devant tous les continents. D'abord par sa population, donc par son marché, ensuite par ses richesses, donc par ses potentialités, ensuite par ses cerveaux, parce qu'il y en a. Donc, je crois que ça, on ne peut pas être un politique aspirant à diriger son pays et ne pas prendre en considération ces questions-là. Et je vous remercie d'avoir évoqué ce problème. Malik Youm, que j'ai grand plaisir à retrouver. Malik, vraiment, quand nous avons constaté qu'au Parti socialiste, nous n'avions pas de cadre, après notre défaite historique, j'ai été mandaté avec feu Moustapha Ka, le ministre Moustapha Ka, et Abdoulaye Elimane Kane, de mettre en place une structure de cadre. Et nous l'avions fait au Sénégal. Et j'avais dit à l'époque à Ousmane Tanor Dieng, prolongeons. En France, nous avons une nouvelle génération de Sénégalais qui arrive. Il faut que nous ayons une structure de cadre. Ça a été Vision France et Malik Youm a été le premier coordonnateur extrêmement brillant de Vision socialiste en France. Ça, je ne l'oublierai jamais. À l'époque, on était dans l'opposition pure et dure à Abdoulaye Wade. On avait quitté l'opposition républicaine et Malik avait eu un mot, je vais mettre du tigre dans le moteur. Tu l'avais dit et je ne l'ai pas oublié. Et j'ai dit à Tanor, c'est celui-là qu'il nous faut. Je retrouve le même, avec la même pertinence dans les idées, avec la même perspective. Et vraiment, je voulais le féliciter sur tout ce qu'il a dit sur l'indice de développement humain, sur comment aujourd'hui nous devons percevoir le progrès. Parce que c'est ça qui fera la différence entre ceux-là qui stagnent et qui reculent et ceux-là qui veulent avancer. Il y a 2 ans, je suis partie à Kuala Lumpur, invitée par un ami qui me demandait de venir assister à son élection au comité international olympique. J'ai sauté sur l'occasion parce qu'à Kuala Lumpur, j'allais juste pour voir un homme, comprendre son expérience. L'idée qu'il a eue, c'est le docteur Mahathir qui a fait que la Malaisie s'est redressée. Si vous allez à Kuala Lumpur, vous comprendrez que le sous-développement, il est dans la tête et que quand on décide d'y aller, parce qu'il commence par dire Malaisie can. La Malaisie peut et elle a tout fait. Aujourd'hui, elle est devenue un exemple. Alors qu'il y a 50 ans, elle était derrière le Sénégal. Eh bien, si nous pouvons, si nous voulons, nous pouvons et nous pouvons faire comme la Malaisie. En tout cas, merci Malik d'avoir rappelé tous. Yes, we can. Of course we can. Merci beaucoup. Bamba Dramé, il a raison. Personne ne parle des APE sauf le pauvre Guy Marius Sagna. C'est vrai. Mais voilà, Bamba, il est là. Et c'est tellement important pourtant. Mais vous savez, parfois au Sénégal, on prend les choses par effet de mode. On y va, et ensuite on laisse tomber. Surtout quand vous touchez du doigt la protection de nos artisans. Moi, très souvent, je dis, si j'ai la chance d'arriver au pouvoir, je vais labelliser l'artisanat du Sénégal. Parce que moi, je suis une dame. J'arrive très souvent à Paris. On me propose un sac de chez Christian Dior.
Qui l'a fait? Un artisan. Il l'a fait avec quoi? Avec ses mains et quelques machines performantes que nous pouvons trouver partout. Et le Sénégal, matière première est une denrée de base qui est même beaucoup plus intéressante que celle qu'a utilisé le fabricant de Dior ou de Hermès. On paye ça à coups de millions et on laisse notre petit artisan en disant oui, ça, c'est le secteur informel. Le secteur informel au Sénégal, pour moi, ce n'est pas l'artisan. Le secteur informel, c'est celui qui a construit des immeubles, qui conduit des Range Rover, qui n'emploie pas un seul Sénégalais. Personne ne sait d'où vient sa fortune. Tous les jours, vous le voyez. Mais c'est vrai. Tous les jours, vous le voyez dans les rues de Dakar. Il n'apporte rien au pays. Il ne produit rien au pays. Il ne laisse rien au pays. Il n'emploie aucun Sénégalais. Il est milliardaire et personne ne sait d'où viennent ces milliards. Voilà les gens qu'il faut combattre. Voilà les gens qu'il faut combattre et protéger tous les Sénégalais qui peinent chaque jour du monde à la tâche pour faire vivre le pays. Donc je crois que, effectivement, ce que vous dites est important. On doit reprendre ce combat contre les AP. De toute façon, je reviens encore à Trump. Hein. Trump, il a ses idées. On n'accepte pas, lui, il les impose. J'ai même vu aujourd'hui, qu'en venant répondre à Macron pour le 11 novembre, il l'a bien chahuté dans Twitter. Il dit quand même, je viens répondre à ton invitation. Bon, ça a peut-être le défaut de ne pas être très diplomatique, mais c'est une vérité. Voilà. Lui, il protège ses artisans, il protège ses producteurs, il protège ses... On ne lui aurait pas imposé un APE, lui. Alors, Djiby Tall, qu'est-ce qu'il faut faire? Bonne question, Djiby, mon fils. Mais c'est vrai, les disparités entre les régions, entre les collectivités territoriales sont tellement énormes. Et je vais vous dire une chose. Macky Sall, en arrivant au pouvoir, a mis en place ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. Dans l'acte 3 de la décentralisation, le plus important, ce n'était pas la communalisation générale, parce qu'il ne sert à rien de dire que la communauté rurale est devenue commune en lui mettant une plaque commune à la place de plaque communauté rurale. Ça sert à quoi? Ce qui était le plus important, c'était non seulement la territorialisation des politiques publiques, c'est de faire de telle sorte que chaque collectivité vive à partir de ses ressources endogènes et trace une politique de développement sur cette base, mais c'était surtout de faire de telle sorte que les régions fusionnent entre elles pour en faire de véritables pôles de développement. Et nous l'avons attendu là. Mais quand ça a commencé, il y a tellement eu de hurlements que là encore le pouvoir a reculé. Et sur cette phase de mise en place de pôles territoires de développement, le pouvoir a mis la réforme sous le boisseau. Alors la réforme aura servi à quoi? Et nous sommes un certain nombre de maires très engagés. Il y a 15-20 jours, j'étais à Sokone. Et à Sokone, le maire, il lance une idée. Il dit une commune, 1 milliard pendant 5 ans. Nous avons calculé, ça ne fait même pas le prix du TER. Avec les 560 et quelques communes là, une commune, 1 milliard pendant 5 ans, ça ne fait pas le prix du TER. Et si chaque commune, à partir de son milliard, dit voilà, cette année, ce milliard-là, il sera destiné à développer les infrastructures de ma commune. L'année prochaine, ce milliard-là sera destiné à relever le plateau médical de ma commune. L'année qui suivra, vous ne pensez pas que le Sénégal allait se développer? Voilà comment il faut, à partir d'idées simples, d'un peu de générosité et de conviction propre, prendre le grand virage qu'il faut pour que ce pays-là décolle. Si depuis 60 ans, on a les mêmes pratiques, on pratique les mêmes systèmes et quasiment avec les mêmes hommes, eh bien, il est évident que ça ne marchera pas. D'accord, je termine. Bon, Abi, merci d'avoir titillé ton tonton Pierre Goudiaby. Pierre Goudiaby. Tchernodien, oui, j'ai parlé de l'économie de l'État, l'économie du privé. J'aurais même pu ajouter l'économie solidaire. L'économie solidaire pour toucher la petite économie de subsistance de tous les jours. Et que nous devons là aussi aider à formaliser, à rationaliser, à rentabiliser. Et je n'oublie pas qu'autour de l'économie solidaire, il y a même eu un prix Nobel de la paix. C'est Dr Younous. Je l'ai rencontré à New York au mois de septembre. Il me dit, mais ce qu'on a fait nous au Bangladesh, vous pouvez le faire plus rapidement au Sénégal. Donc, toutes ces choses-là sont dans nos têtes. Mais il faut que vous nous ameniez au pouvoir pour que nous puissions. On ne va quand même pas les développer pour Macky Sall, non? Voilà. Alors, il me dit, pourquoi vous ne faites pas une action en justice? Oui, bon.
Moi, je suis avocat, ça fait 25 ans. Je ne crois pas être nul comme avocat. Mais pour faire une action en justice, il faut 3 choses. Il faut un préjudice, il faut un intérêt personnel et une qualité à agir. Sinon, on ne peut pas. Donc nous, tous les jours, on entend parler de détournement. Le jour où vous posez la plainte, on vous dit, est-ce que vous avez qualité à agir? Est-ce que vous avez intérêt à agir? Est-ce que vous avez subi un préjudice direct découlant de l'acte qui a été posé? Ça peut arriver. Parce qu'en France, souvenez-vous, j'ai un ami avocat qui est tellement talentueux. C'est avec lui que je plaidais dans le film Bamako. Et cet ami avocat, c'est lui qui a conceptualisé les biens mal acquis. Et au début, toutes les procédures étaient déclarées irrecevables. Parce qu'on nous disait non, 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 le peuple X n'a pas qualité à intenter un procès contre son président Y parce qu'il ne démontre pas la relation directe qu'il y a eu entre le détournement et son préjudice. Mais finalement, ça a été accepté, non? Ça a été accepté. Donc, effectivement, peut-être que là, il y a une voie qui nous permettra, à partir de cette jurisprudence, de pouvoir intenter des actions en justice au Sénégal si le procureur ne fait rien. Mais moi, j'ai déjà dit ma proposition qui est dans le programme de Oser l'avenir. Le procureur, il faut l'encercler. C'est tout. Et c'est le peuple qui peut l'encercler. Merci, Khalifa Diop du PDS. C'est vrai. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage au président Abdoulaye Wade. C'est vraiment un père pour moi. Et le Sénégal entier le sait. Parce qu'il l'a dit, il l'a répété et que c'est vrai. Il m'a dit la seule chose qui fait que tu n'es pas ma fille, c'est que tu n'es pas une Wade. Je dis alors enlevez le tal et mettez Wade à la place, ça me va tout à fait. Parce que c'est un grand président, c'est un panafricaniste sincère. Et puis quoi, am fulla ak fayda. Lui, si un président est en face de lui, blanc, noir, jaune, rien ne lui empêchera de lui dire ses 4 vérités. Ça aussi, il faut qu'on le lui reconnaisse. Et dans l'histoire des présidents du Sénégal, Abdoulaye Wade marquera de son empreinte notre pays. Nous lui devons beaucoup de choses, la combativité. Nous lui devons aussi le patriotisme. On a beau dire, mais il voulait des choses pour le Sénégal. Parfois, il le fait, on n'est pas d'accord, on le critique, parce que c'est la politique. Mais on se dit que s'il est arrivé, que ça pouvait faire quelque chose d'excellent et de formidable pour ce pays. Donc, c'est pour moi l'occasion de le saluer en répondant à Khalifa Diop, qui est son fidèle militant, qui a parlé du processus électoral, de l'audit du fichier. Mais, vous savez, moi je me demande si on n'est pas encore en retard d'une bataille. Prenez les réseaux sociaux. Il y a 2 ans, le ministre de l'Intérieur, à l'époque il s'appelait Abdoulaye Daouda Diallo, voyez, ça remonte. Il est venu à l'Assemblée nationale et il a dit, on va faire une refonte du fichier. Vous vous souvenez? Je me suis insurgé contre cela. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ce fichier-là? Ce fichier-là, il a permis de battre Abdoulaye Wade. Ce fichier-là a permis, à contrario, que Macky Sall gagne. Ce fichier-là a amené les députés de Benno Bokk Yakaar, dont je faisais partie moi-même, à l'Assemblée nationale. Ce fichier-là a permis qu'on ait des maires dans nos collectivités. Qu'est-ce qui se passe subitement pour que vous vous leviez en disant il faut auditer le fichier? On a expurgé nombre de Sénégalais de ce fichier-là parce qu'on nous avait imposé la condition draconienne de nous présenter physiquement, de confirmer notre inscription. Sinon, elle était balayée. Mais le problème du fichier, depuis lors, ils y sont. Et pendant ce temps, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inscrit en masse. Vous croyez que nous, de l'opposition, on a des millions à réserver de côté, un matelas de millions pour seulement aller inscrire des Sénégalais? On était battus depuis là. Mais on va se rattraper. Parce que quand un président de la République, il est sortant, son principal adversaire, celui qui lui fait face, facing to him, comme disent les Anglais, c'est le peuple. Avant même les candidats et les partis. Donc, je crois que nous devons nous armer de détermination, aussi bien sur le fichier, sur le retrait des cartes d'électeurs. Mais je suis choqué d'entendre qu'il faut chaque fois faire des incidents presque physiques au consulat pour que les cartes sortiront. Hein? Par ni ou par na. Mais les cartes sortiront. Parce qu'on ne va pas laisser faire. Parce que les cartes, c'est l'instrument de la victoire ou de la défaite. Et comme nous voulons gagner, nous aurons les cartes, Inch'Allah. Déterminez-vous. Allez-y jusqu'au bout. C'est vrai que la carte, elle doit être remise à la personne appropriée. Mais bon sang, on est en France. Si vous avez les mandats
de vos différents partis. Mais là, les gens devaient le comprendre. La loi, ce n'est pas ce qui est écrit. La loi, c'est ce qu'il y a dans son esprit et dans sa compréhension. Donc, il ne faut pas que le consulat vous impose des choses impossibles pour que vos gens ne retirent pas vos cartes. Battez-vous, continuez à le faire et récupérez toutes les cartes pour aller voter le 24 février. Est-ce que tu sais que j'ai toujours pas ma carte? Ça fait 6 mois que je cours après. Donc, au moment où je vous parle, je ne suis même pas éligible à être candidat. Bon, alors, mon frère Pierre, est-ce que tu sais que je ne suis pas trop fâché que tu n'aies pas ta carte? Ça te permettra de me rallier. Plus vite qu'on le pense. D'ailleurs, alors je continue rapidement. Thomas Sagna, à qui vraiment je voudrais présenter toute ma compassion. Pierre m'a dit tout ce qu'il voulait. Votre épouse qui est malheureusement décédée et tout. Je voudrais vraiment le faire au nom de tout le monde ici présent. Et dire que nous sommes très touchés par les mots que vous avez eus, qui sont des mots pleins de sagesse. Et j'étais en train de dire que moi aussi, j'avais mon histoire d'Aline Sitoé Diatta. Figurez-vous qu'il y a quelque temps, je crois que Babacar l'a vu, il y a un jeune Sénégalais qui m'a approché pour me dire qu'il y a un documentaire qui se ferait sur Aline Sitoé Diatta. Et qu'on aurait demandé aux Sénégalais qui, dans leur esprit, incarnait Aline Sitoé. Ils ont dit que ça pouvait être Aïssata Tall Sall. Alors, j'étais très fière de ça. Donc, moi aussi, Alpha Ndiaye, bien qu'étant Halpulaar, je suis la Aline Sitoé Diatta du 21e siècle. Voilà. Et vraiment, c'est pour dire que cette grande figure de la résistance sénégalaise, c'est une figure nationale. Aline Sitoé Diatta, vous voyez, Pierre et vous deux, vous êtes du Sud. Moi, je suis du Nord. Pierre est chrétien, je suis musulman. Il est homme, je suis femme. Et nous sommes ensemble. Et je me recommande Aline Sitoé Diatta, qui est peut-être son aïeul à lui. C'est ça le Sénégal, c'est ça qui a fait notre richesse et notre force. Il faut que nous continuions. Alors, Kumbis qui parlait des handicapés, tout à fait vrai. Mais vous savez, les handicapés, c'est d'abord nous-mêmes, hein? C'est un problème mental. Vous savez, dans les lieux publics, on est obligé de mettre un passage pour les handicapés. Allez voir les mairies, qui le fait? Personne. Quand le handicapé arrive, il a le droit de voir son maire. Son maire est là pour lui. Il faut qu'il l'interpelle, que le maire descende. Lui ne peut pas avoir accès. Et si le maire ne descend pas, voilà. Voilà le problème. Parce que nous-mêmes, dans notre mental, comme on dit, nous sommes les handicapés. Mais c'est le problème. Donc, il faut que même dans la société, et le handicapé, ce n'est pas celui à qui tu t'en 10 francs. Hein? Le handicapé, c'est quelqu'un de façon inclusive qui est dans la société, qui travaille, qui a droit à travailler, qui a droit à exister. J'étais à Londres, je suis arrivée ce matin. Et il y a une scène qui passe en boucle à BBC One. Cette scène-là, c'est un handicapé anglais, d'origine africaine d'ailleurs, qui arrive à l'aéroport et qui voit qu'il n'y a rien de prévu pour les handicapés. Il s'est traîné par terre et il se poussait lui-même. Ça a choqué tout le monde. Et on lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je fais ça parce que je considère que ma société m'exclut. S'il n'y a rien qui permette à un handicapé descendant de l'avion de pouvoir aller prendre son bus, son train ou sa voiture, c'est que je suis exclu. Alors si eux déjà, au niveau de développement où ils sont, ils ont ces problèmes-là, imaginez ce que ça peut être chez nous. En tout cas, nous, on est pour l'exclusion, on est pour l'inclusion, on est pour toute l'inclusion. L'inclusion des handicapés, l'inclusion des personnes faibles. Et nous devons travailler à cela. Moi, dans ma petite commune à Podor, j'ai bénéficié par voie de concours d'un projet que Handicap International, HI, a édifié, qui s'appelle l'Étoile du Berger, et où nous essayons de prendre en charge les handicapés de notre commune. Si avec mes petits faibles moyens, j'ai pu le faire, mais l'État doit pouvoir le faire à un niveau, mais que ça ne soit pas seulement cosmétique. Nous avons pris tel qui est un handicapé et puis on le met devant. Ce n'est pas ça. C'est dans nos villages, dans nos villes, dans la grande banlieue de Dakar, qu'il y ait des centres appropriés pour cela, et cela est possible. Du PS, je l'ai dit, c'était justement comme pour fétichiser cette question-là et qu'elle ne me soit pas posée. Le PS, vraiment pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais comme je l'ai dit, il y a un petit PS saucisson qui est dans le gros pain de APR qui est en train d'être mangé. Moi, je suis pour un autre PS, le PS des valeurs,
le PS de gens qui sont debout, qui combattent, qui acceptent que pour leur pays, tous les sacrifices ne seront pas vains. Ce PS-là, il est incarné par pas mal de gens. Khalifa Sall, année 1, Malick Youm devant moi, année 1, Dor aussi, année 1, d'autres et d'autres, Barthélémy Diaz, Bamba Fall. Mais nous avons tous été exclus de notre parti. Mais c'est parce que nous sommes exclus que nous sommes résilients, que nous sommes forts, que nous sommes déterminés, parce que nous sommes sûrs que le Parti socialiste, ce n'est pas la direction actuelle. C'est d'autres choses, c'est d'autres valeurs, c'est toute une histoire, c'est le Sénégal. Et nous sommes avec ces gens-là. Son mandat est fini. Oui, en plus, vous avez raison. Oui, bien sûr. Barafay, Baragaï, excusez-moi, qui a parlé de politique de santé, mais surtout qui me demande si nous pouvons avoir une conception acceptée de l'économie et de la politique. Ça, moi, ça renvoie à l'idée d'états généraux. Et je pense qu'effectivement, cette idée peut être intéressante. Parce que qu'est-ce qu'il faut dans la démocratie? Il ne faut pas seulement des règles et de la compétition. Il faut que sur les grandes orientations et que sur les grands choix, que nous puissions avoir des concertations. Je ne dis pas consensus, ce n'est pas possible, mais au moins que chacun s'exprime, que l'idée de chacun soit prise en compte pour autant qu'elle est une idée utile au pays et à la nation, et que nous puissions ainsi avancer pour être une démocratie majeure, c'est-à-dire une démocratie de concertation, une démocratie apaisée, une démocratie à la sénégalaise comme on sait le faire. Parce que dans nos familles, quand il y a un problème, on ne va pas dans la rue hurler. On est bien dans le salon et même dans la chambre à coucher pour nous enfermer entre nous et nous dire voilà ce qui ne va pas, voilà qui pourrait aller mieux. Même si ce n'est pas le bon chemin, ça peut être la bonne voie parce que c'est la voie de l'apaisement, parce que c'est la voie du consensus, parce que c'est la voie de la rencontre. Donc je crois que cela, nous pouvons y travailler. Voilà, maintenant je termine. Ah, les questions sont intéressantes. J'aurais pu parler pendant 2 jours. Voilà. Alors, Askao avec Karim Wade, oui, il nous a menacé là de ne pas rallier Macky Sall. Voilà, c'est Atap Ndiaye. Bon, ben, don't act. On ne peut pas dire mieux que ça. Hein? Voilà, don't act. Puisque c'est une menace. Alors, donc, voilà, il dit que nous vivons une crise sans précédent. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais cette crise-là, elle a été provoquée, générée par des Sénégalais. C'est par les Sénégalais qu'elle se solutionnera. Alors, j'imagine que nous sommes là pour ça. En tout cas, je salue votre engagement pour le Sénégal. Je salue votre détermination pour le Sénégal. Je retournerai chez moi encore gonflé à bloc par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai vu, par les postures que vous avez là devant moi. Et je dirai à vos compatriotes que la diaspora vous salue et que la diaspora vous demande de créer l'alternance le 24 février 2019, Inch'Allah.